explique. On a une émission extrêmement riche, dense, variée, avec beaucoup de choses qui, je pense, vont vous intéresser. D'abord, parce que ça convoque un imaginaire autour des empoisonnements, autour de la guerre froide, une enquête qui fait froid dans le dos et que The Insider publie d'ailleurs pour prévenir les journalistes ou les activistes qui sont présents en Europe en ce moment qu'ils ne sont en sécurité nulle part. 3 tentatives d'empoisonnement longuement et méticuleusement documentées. On commence par les détails avec les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. C'est donc une mystérieuse série d'empoisonnements sur le sol européen qui attire les regards. Oui, 3 femmes, Emmanuel. Elena Kostyuchenko, Natalia Arnaud et Irina Bablobian. Les voici, leurs points communs, elles sont toutes les 3 soit journalistes russes, soit activistes russes de l'opposition, toutes les 3 exilées en Europe, toutes les 3 victimes ces derniers mois de mystérieux symptômes laissant penser qu'elles ont été empoisonnées. Le média indépendant russe The Insider a recueilli leurs témoignages ces dernières heures et ils sont édifiants. La première journaliste, c'est elle, Elena Kostyuchenko, 36 ans. Elle a longtemps travaillé pour le média indépendant russe Novaya Gazeta. Elle a d'ailleurs publié plusieurs articles d'actes de torture de soldats russes sur des civils ukrainiens, notamment à Kherson. Des publications qui l'ont obligée à s'exiler dès mars 2022, juste après le début de la guerre en Ukraine, en Allemagne, où elle vit encore aujourd'hui. En octobre 2022, elle se rend seule à Munich afin d'obtenir un visa pour aller en Ukraine. Elle prend alors un train de nuit où elle dort quelques heures, puis déjeune le lendemain dans la ville avec une de ses connaissances. Et un détail la trouble tout de suite. La nourriture n'avait aucun goût, explique-t-elle. J'en ai laissé la moitié dans mon assiette. C'est alors qu'elle est atteinte d'étranges symptômes. D'abord, une sudation extrême. Il s'est avéré que je transpirais beaucoup, explique-t-elle. L'odeur de sueur était forte et étrange, comme si son corps tentait de rejeter une substance. De retour à Berlin, elle est ensuite prise de malaise, de nausées et de vomissements. Pendant plusieurs jours, Elena Kostyuchenko ne dort plus jusqu'à un symptôme qui l'interpelle, le gonflement de ses mains, de ses pieds et de son visage. Mon visage n'était plus mon visage, se souvient Elena Kostyuchenko. Elle consulte alors des médecins qui sont formels. Cette succession d'événements, de symptômes ne peuvent être causés que par un empoisonnement, plus exactement au dichlorhééthane, un composé chimique très toxique. Alors par quel processus a-t-elle été empoisonnée ? Eh bien, selon le média russe Medusa, qui s'est aussi également intéressé à l'affaire, le poison a pénétré soit par la peau, soit par la nourriture. En clair, ce serait quelqu'un qui aurait administré le poison à Elena Kostyuchenko, soit dans le train lorsqu'elle dormait, soit au cours de son déjeuner à Munich. Voilà, et le média fait état d'une autre victime russe avec un autre procédé et dans un autre pays européen. Oui, c'est le cas de Natalia Arnaud. La voici, 47 ans, elle est russe également. Et c'est la présidente de la Fondation pour la Russie libre, créée par l'opposant russe Mikhail Khodorkovsky. C'est donc une cible potentielle de Moscou. Elle vit à Washington depuis une dizaine d'années. Et en avril dernier, après avoir participé à une conférence de sa fondation à Berlin, elle se rend à Prague, en République tchèque. Après avoir récupéré sa chambre d'hôtel, Natalia Arnaud quitte l'établissement avant de revenir. Et là encore, un détail la marque. La porte de la chambre était ouverte, explique-t-elle. Tout semblait pareil, à l'exception d'une étrange odeur ressemblant à du parfum qui n'était pas là auparavant. Quelques heures plus tard, dans la nuit, elle est prise de violentes douleurs à la mâchoire. Son corps s'engourdit jusqu'à faire un malaise. Alors malgré ces symptômes, elle attend plusieurs jours et son retour aux États-Unis pour consulter un médecin. Et après les examens, lui aussi est formel. Natalia Arnaud a été victime d'une tentative d'empoisonnement, plus précisément à des toxines nerveuses. L'enquête n'a pas déterminé avec précision quand Natalia Arnaud avait été empoisonnée, mais elle témoigne qu'il y a quelques années, à Vilnius, déjà, elle avait également retrouvé la porte de sa chambre d'hôtel ouverte avant de ressentir des symptômes grippaux. Il faut savoir que le poison peut pénétrer par la peau, souvenez-vous. L'hypothèse donc que le poison ait été administré sur les vêtements de Natalia Arnaud n'est pas écartée. Et la troisième histoire, enfin, se passe cette fois en Géorgie. Oui, avec Irina
Bablobian, 36 ans, la voici, journaliste russe, cette fois-ci pour la radio d'opposition L'Écho de Moscou. En septembre, après que le Kremlin ait interdit à cette station d'émettre, la journaliste s'exile en Géorgie pour continuer d'exercer. Et quelques semaines plus tard, un soir, elle est soudainement prise d'un malaise avec des symptômes ressemblant fortement à ceux d'Elena Kostyuchenko. Nausées, vomissements. Irina Bablobian ne comprend pas ce qui lui arrive tout d'un coup. J'avais le sentiment que mon corps ne m'appartenait plus. Elle se met alors à développer un autre syndrome, celui du gonflement de certaines parties de son corps. Et d'après le média russe, elle en garderait encore aujourd'hui des séquelles. Selon les experts interrogés par The Insider, les symptômes décrits par la jeune femme ne peuvent être expliqués que par un empoisonnement. Merci beaucoup, Quentin. Vincent Hugeux, c'est intéressant. Alors, ces histoires se terminent bien, puisque aucune de ces 3 jeunes femmes n'est décédée. En revanche, c'est très documenté. L'enquête Insider s'appuie bien sûr sur des analyses médicales qui sont incontestables. Les tentatives d'empoisonnement sont incontestables. Et puis on découvre surtout des personnes qui sont importantes. Elena Kostyuchenko, par exemple, c'est une des journalistes ayant documenté des crimes de guerre à Kherson au tout début du conflit. D'ailleurs, lorsque l'on pense au sort de notre consoeur Anna Politkovskaya, qui a été assassinée par balle, on oublie trop souvent de rappeler qu'elle avait elle-même échappé à au moins une tentative d'empoisonnement. Le trio infernal, c'est Novichok, vous avez le polonium, vous avez la dioxine. La dioxine, c'était le cas du président ukrainien Yushchenko, dont on se souvient du visage grêlé. Le polonium, c'était Litvinenko, en 2006. Il y a eu aussi la ricine dans d'autres cas, mais le Novichok, très souvent utilisé dans sa version militaire depuis plusieurs années. Mais vous savez, sans remonter jusqu'à l'Empire romain, et pas même jusqu'à Raspoutine, il faut se souvenir que c'est une vieille tradition soviéto-russe. Il y avait, au début des années 1920, un institut qui s'appelait la Caméra, qui était logé juste derrière la Loubianka à Moscou, qui avait été fondé par Lénine, et qui avait pour vocation de mettre au point et d'administrer, le moment venu, des poisons fatals. Tout ça partait du fait que lui-même, Lénine avait échappé à un attentat par balle. Il était persuadé, paranoïa, que les balles étaient enduites de curare. Et donc, il a instauré cette caméra. Et dans sa suite, Staline lui-même, pour liquider les ennemis du peuple, avait nommé un toxicologue qui s'appelait Grigory Maïranovski, qui était le grand prêtre des empoisonnements de l'ère stalinienne. Donc, je veux dire que tout ça s'inscrit dans un continuum historique qui est indéniable, même s'il ne faut pas non plus omettre les liquidations par balle. J'en ai cité une, il y en a eu d'autres, y compris en dehors du territoire russe, évidemment, et notamment à Londres. Effectivement, on reviendra sur cette longue histoire. Vous avez évoqué différents modes opératoires. Ça nous rappelle des histoires qui sont, dans le fond, assez récentes. On va voir sans doute les 4 plus marquantes. C'est l'affaire Skripal, bien entendu. C'est évidemment Alexeï Navalny. On y reviendra dans un instant parce que c'est une affaire qui avait été extrêmement médiatisée en 2020. Litvinenko, lui, en est mort. C'était le polonium. Et Yushchenko, vous en avez parlé, ce président ukrainien au visage grêlé, c'était la dioxine. Navalny... On a pratiquement toutes les images d'ailleurs, puisqu'on se rappelle, mon général, Alexeï Navalny à l'aéroport, buvant un thé, prenant son vol, se sentant mal, réchappant à la mort d'ailleurs d'un cheveu, puisque l'avion fait demi-tour, ce qui va permettre de le sauver. On parle sans doute du principal opposant politique à Vladimir Poutine. Absolument, moi, quand j'écoute ça, j'ai un sentiment pratiquement de colère après cette tradition russo-soviétique qui est instaurée par Lénine au départ, même s'il y a bien sûr beaucoup d'autres histoires dans les différents pays, mais c'est une signature permanente. Dès que quelqu'un est empoisonné quelque part en Europe, surtout s'il est de nationalité russe, il y a aucun doute, même si d'ailleurs il disparaît. Et c'est absolument incroyable qu'en 2023, on ait toujours affaire à ce genre de choses. Et ces gens-là, il faut les traquer. C'est des criminels. Ce ne sont pas des services de renseignement. Ce sont des criminels. Et je pense qu'un jour, il faudra les traiter comme tels. Il faudra aller les chercher, tous ces gens qui
qui font ce genre de choses. Et ça montre la différence d'état dans lequel on vit. Nous sommes en démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord avec un gouvernement. En Russie, dans les dictatures, Russie, Corée du Nord, si vous n'êtes pas d'accord avec le dictateur, eh ben, vous risquez de mourir. C'est quand même abominable de voir ça en 2023. Alors, les grandes réactions publiques, dans le fond, sont assez rares. On se souvient d'une, au moins, celle de Theresa May, qui était première ministre à l'époque en Grande-Bretagne, au moment de l'affaire Skripal. On est en 2018. Skripal est donc empoisonné avec sa fille. Écoutez Theresa May, parce que elle avait employé à l'époque un langage qui était, dans le fond, assez éloigné des grands canons diplomatiques. So I have a very simple message for Russia. We know what you are doing, and you will not succeed, because you underestimate the resilience of our democracies, the enduring attraction of free and open societies, and the commitment of Western nations to the alliances that bind us. Gesine Weber, nous savons ce que vous faites. C'est ce que dit Theresa May, c'est ce qu'aurait pu dire n'importe quelle chancellerie, j'imagine. Pas forcément d'ailleurs en public. Là, le doigt était pointé directement vers Moscou. Oui, complètement. Et cela s'est aussi reflété dans la position russe après cette affaire. Ça se voit par exemple dans la revue Intégrée qui a été publiée en 2021, où la menace russe est vraiment décrite de manière très, très explicite et beaucoup plus explicite que dans d'autres documents stratégiques qu'on voit, par exemple, en France, en Allemagne, à cette époque. Donc, cette affaire a d'une certaine manière vraiment perturbé le Royaume-Uni, mais a aussi vraiment mis en avant la nécessité d'y réagir et aussi de traduire ce comportement envers des individus, vraiment dans une approche géopolitique. Et comment on y réagit ? Comment ? Parce qu'on a... Alors évidemment, ce sont souvent des choses qui se font en coulisses, mais on n'a pas l'impression que le phénomène, et les trois affaires aujourd'hui en témoignent, le phénomène soit en train de baisser. Alors c'est à la fois par exemple une question des services de renseignement qui doivent s'adapter à cet environnement qui change, mais de l'autre côté, c'est vraiment la question plus large de la résilience. C'est la question comment est-ce qu'on peut, en tant qu'Européens, faire en sorte que nous soyons à l'abri de l'ingérence russe, que ce soit contre les journalistes, mais aussi par exemple sur les réseaux sociaux. Alors, Gérard Chaliand, vous êtes aussi notre mémoire sur ce plateau. Ça rappelle, Vincent Hugeux parlait de Lénine, de Staline, ça rappelle aussi, au temps de la guerre froide, la fameuse affaire Markov et les parapluies bulgares. Le parapluie bulgare qui est rentré un petit peu dans la mythologie, c'est cette époque-là, c'est cet opposant qui est piqué par le bout d'un parapluie, alors qu'il est en Bulgarie. C'est resté évidemment dans toutes les mémoires. Ça remonte à des décennies maintenant, 1978. Oui, 45 ans, ouais, effectivement. Quel est votre regard sur ce phénomène ? C'est une pratique dictatoriale très répandue. Je trouve que les soviétiques se sont particulièrement spécialisés dedans. Les Russes ont hérité de certaines habitudes. L'ennui, c'est que comment peut-on protéger des gens qu'on va empoisonner ? Il y en a qui sont là dehors depuis 10 ans. Est-ce qu'il va falloir surveiller chacun de leurs repas ? C'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité de la future victime qui est totale. Oui. Alors, ça pose beaucoup de questions, et je vous laisse la parole, Vincent Hugeux, parce qu'il y a des arrestations de temps en temps, d'ailleurs, qui sont un petit peu médiatisées. C'est le cas là de 3 Bulgares, alors, sans lien avec Markov, bien sûr. Ils sont tout jeunes, ils étaient sûrement pas nés en 78. On va voir leur visage. Ils ont été arrêtés en Grande-Bretagne, et on les présente comme des espions à la solde de Moscou. De temps en temps, il y a des arrestations spectaculaires, médiatisées. Après, pour le reste, ça n'endigue pas le phénomène. Bien sûr, travail de longue haleine. D'ailleurs, le cas de ces 3 Bulgares, donc un individu et un couple en l'occurrence, rappelle tout à fait la tonalité de cette fameuse série The Americans, qui était sortie à partir de 2013 et qui racontait l'incrustation dans le tissu social américain, ça fonctionne aussi outre-Manche, d'agents au long cours, qui peuvent n'être activés que 5, 10, 15, voire 20 ans après leur arrivée, voire jamais, s'ils ne sont pas considérés comme des agents utiles à l'instant T. Au passage, la réaction de Theresa May, on peut aussi l'expliquer par le fait que Londres a très souvent été le théâtre de ces tragédies. Vous évoquiez Georgi Markov, dissident et écrivain bulgare.
il est tué, donc le parapluie bulgare, pardon, à la ricine. Ça se passe à Londres aussi. Et puis, autre remarque, le processus de liquidation, il ne touche pas que le dissident, le journaliste insoumis. Il touche aussi, dans la tradition soviétique, le traître réel ou supposé. Vous avez par exemple le cas assez emblématique d'un ancien ponte du NKVD, l'ancêtre du KGB, qui s'appelait Abraham Slutsky, qui est éliminé sur ordre de Staline par le poison. On s'est même beaucoup interrogé sur la mort suspecte de la veuve de Lénine lui-même. Nedjena Krupskaya, voilà. Et vous avez comme ça des tas il y a un ancien chef d'état-major de l'armée rouge, le général Frunze. Il disparaît dans les mêmes circonstances. Donc on étend le principe de la liquidation physique à quiconque passe pour virtuellement ou de manière constatée un traître ou un élément déloyal. Et on pense aussi, vous avez raison de le dire, il y a en interne avec certains Russes gênants, à des hommes politiques de premier plan qui sont dans des pays limitrophes. Alors, on a parlé de Yushchenko tout à l'heure en Ukraine, mais on pourrait aborder le cas Saakashvili aussi. Saakashvili qui a été président en Géorgie, qui était très pro-ukrainien et qui est aujourd'hui encore général du Tartre à l'hôpital. On sait qu'il a été empoisonné aux métaux lourds. Nul ne sait comment il a été empoisonné. Mais il est toujours, en ce moment, à l'hôpital, avec un état de santé qui ne cesse de se dégrader. On parle d'un homme qui a été président d'un État indépendant. Non, mais c'est absolument consternant. Et d'ailleurs, je trouve que au niveau sémantique, on ne devrait plus parler d'espions. Ce ne sont pas des espions, ce sont des tueurs à gages. Ce sont des criminels. Et le principal responsable, c'est leur chef, leur donneur d'ordre. Et je crois incroyable de voir que ça persiste. Et c'est vrai que nos démocraties, qui laissent quand même circuler beaucoup de gens, c'est tout l'intérêt, et qui laissent aussi, bien sûr, les oppositions s'exprimer, sont assez vulnérables, si vous voulez, à ces comportements d'empoisonneurs qui sont partout dans la nature. Et c'est consternant. J'ai rien d'autre à dire. Je trouve qu'on devrait s'intéresser beaucoup plus à trouver tous les responsables de ce genre de choses. Et comme le disait très justement Theresa May, je me rappelais effectivement de ce propos, mais c'est une des seules à avoir comme ça nommé directement. Nous savons ce que vous faites. Et il faut les chercher. Il n'y a pas d'autre solution qu'aller chercher les responsables. Parce que le général du Tartre vient de le dire, Gérard Chaliand, on connaît rarement, on remonte rarement la filière des responsabilités. Alors après, il y a des faisceaux de présomption qui sont extrêmement importants, mais il est très rare qu'on arrête un coupable et que l'on puisse dire cet homme était employé par le FSB ou Comme on l'a signalé il y a quelques instants, certains de ces agents sont là depuis 5, 10 ans, c'est-à-dire dormants et utilisables à un moment lorsque ça paraît vraiment rentable. Donc c'est très difficile véritablement d'avoir l'ensemble d'un réseau de façon plus ou moins contrôlée. Ou alors il faut faire parler. Et je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes, Monsieur Chaliand. Entre ceux qui dorment, qui font beaucoup vraiment du renseignement, et ceux qui empoisonnent, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes. Ce n'est pas la même formation. C'est pas la même. C'est possible, mais de toute façon, les découvrir n'est pas facile non plus. Non, c'est sûr. Très difficile. Bon, ceci dit, là, il faut reconnaître que on a un très gros avantage en Occident. Par exemple, aux États-Unis, quelqu'un comme Noam Chomsky, qui s'exprime avec la plus grande rigueur et beaucoup de critiques à l'égard de la politique américaine, quelle qu'elle soit, il y a longtemps qu'il serait mort. Non, c'est quand même. Oui. C'est quand même intéressant quand même de signaler que l'Occident ne liquide pas les gens qui s'opposent à. Ils sont pas d'accord. À lui, oui, voilà. Effectivement. Gesine Weber, vous qui connaissez parfaitement les arcanes européennes, que peut faire l'Union européenne? Alors chaque État, bien sûr, a ses propres services de contre-espionnage, etc. Mais comment, à l'échelle européenne, on voit bien que ça se passe un peu partout, on peut réagir à ce phénomène? Alors, la nécessité de réagir à ce phénomène est devenue de plus en plus visible dans tous les documents stratégiques, par exemple de l'Union européenne, et surtout dans la boussole stratégique.
c'est un peu le papier dirigeant les actions de sécurité et défense de l'Union européenne d'ici 2030. Et dans tous ces documents, il y a un chapitre dédié au sujet de la résilience. Parce que oui, évidemment, il faut aller chercher les responsables de ces actes, mais ce n'est qu'une toute petite partie. La boussole stratégique, c'est la doctrine pour protéger l'Union européenne, c'est ça? Si vous voulez, c'est un peu comme le livre blanc de sécurité et défense, ou comme une revue stratégique. Mais ce qui est intéressant dans ce document, c'est qu'il s'agit d'un document qui est vraiment très complet et qui va aussi vraiment au-delà de tout ce qui est purement militaire et prend en compte la diversité des défis de sécurité dans l'ingérence russe. Alors, vous voulez tous réagir, Gérard Chaliand, et je viens vers vous, messieurs. Je veux dire que sur les 40 dernières années, la coopération européenne a été extrêmement faible. Chaque État est très jaloux de ce qu'il contrôle et il hésite beaucoup à, disséminer ce qu'il sait. C'est intéressant, d'ailleurs. Oui. Mais c'est justement ce que je voulais souligner ici, M. Chaliand, je vous remercie de le préciser, c'est qu'on n'est pas très bien organisé, en fait, pour chasser ce genre d'individus. Exact. Soit on protège normalement le quidam, qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit en France, et on va regarder une enquête, soit la sécurité extérieure va voir d'autres pays, fait faire son boulot, mais aller vraiment protéger des gens ou s'intéresser à des tueurs à gages, parce que moi je les appelle comme ça, on ne le fait pas vraiment. Et vous savez, la solution, c'est qu'il faut une task force européenne. En tout cas, il faut organiser ça au niveau européen, au minimum, avec les Américains. Ouais. Et puis aller chercher les gens au moment où ils sont formés en Russie. Il faut aller également se renseigner là-bas. Ouais. Parce qu'un jour, ils sont enrôlés dans les académies, et puis on les forme pour ça. Et on connaît un peu les écoles de formation, et c'est là qu'il faut aller chercher, il faut les traquer, ces gens-là. De plus en plus difficile, on l'imagine. Vincent, sur la candeur de la vieille Europe en la manière deux brèves remarques. Dans l'enquête de The Insider, que Quentin détaillait tout à l'heure, il y a un aspect extrêmement troublant. C'est la hâte avec laquelle la justice allemande, par exemple, a clôturé les dossiers. À la grande surprise, d'ailleurs, des rescapés dont on a vu les visages tout à l'heure. Un peu comme si on ne voulait pas créer un nouveau foyer de tension avec Moscou. Et puis, deuxième remarque, on va se déporter de quelques centaines de kilomètres, fameux Vienne nid d'espions. Quand vous regardez l'histoire de l'intégration des réseaux d'espionnage soviétiques puis russes à Vienne, c'est assez consternant. Vienne, donc, à la charnière de deux mondes, l'Ouest et l'Est, qui, en fait, héberge des grandes agences internationales onusiennes, genre Agence internationale de l'énergie atomique, des lobbies extrêmement puissants. En fin 2021, la Russie était le deuxième investisseur en Autriche après l'Allemagne. Et puis, n'oublions pas l'époque assez noire du chancelier Bruno Kreisky, qui avait fait preuve d'une immense complaisance vis-à-vis de l'URSS, puis de la Russie. Et puis très récemment, vous avez un vice-chancelier, Hans Christian Strache, qui a été poussé à la démission du fait de ses relations perverses, prohibées par la loi en tout cas, avec la fille d'un oligarque à qui il avait promis des faveurs politiques. Donc je veux dire, il y a aussi ça, c'est-à-dire que tout le monde le sait. Vous discutez avec un diplomate en poste à Vienne, il va dire « mais oui, bien sûr, bon, mais on le sait, mais est-ce qu'on agit de manière décisive ?» Non, parce qu'il y a toujours cette volonté de croire qu'on se comporte de la même manière à Moscou qu'ici, qu'on a les mêmes principes directeurs et qu'il faut absolument respecter une sorte de norme diplomatique, y compris avec des États voyous. Dernière petite question sur ce sujet, Gérard Chaliand. Est-ce que vous pensez, comme d'autres experts, que c'est d'abord une façon, plus que de liquider des gens, on voit d'ailleurs que ces trois jeunes femmes heureusement s'en sont sortis, d'envoyer un message et de semer une forme de terreur, y compris pour des gens qui sont confortablement installés en Occident et qui se pensent à l'abri. Tout à fait. Il y a, comment dirais-je, la manœuvre indirecte, en quelque sorte. Parce que la plupart des gens qui ont été touchés là, ce ne sont pas des gens essentiels. Mais effectivement, le message passe. Pour le reste, on a 50 ans de retard dans notre organisation. Ça tient au fait que finalement, nous n'avons pas construit grand-chose de véritablement commun sur le plan politique en Europe. Et je vous passe même sur le fait que militairement, moins encore. Donc de ce côté-là, nous sommes divisés, faibles et en définitive peu performants. Et de comparer avec la centralisation et l'organisation russe, je veux dire que notre côté négatif, il est net.
il y a une asymétrie effectivement entre les deux. Merci. Du coup, ça nous